Et nos invités du jour sont Éric Letty et Guillaume de Prémard. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous publiez cet ouvrage, Résistance au meilleur des mondes, édité chez Pierre-Guillaume Deroux. Éric Letty, vous êtes éditorialiste au magazine Monde et Vie, dont vous avez dirigé la rédaction pendant plusieurs années. Guillaume de Prémard, vous êtes consultant en communication et ancien dirigeant de la Manif pour tous. Et délégué général d'Ictus actuellement. Très bien. Alors évidemment, le titre de votre ouvrage fait référence à celui d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, écrit en 1931. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la société qu'il décrit dans son livre ? Oui. C'est une société eugéniste où les individus sont seuls en fait face à un État mondial ou une administration mondiale plus exactement, avec des personnes libres de tout engagement et de tout lien, enfin libres entre guillemets, parce que précisément pour nous ça n'est pas une liberté, et qui donc les enfants sont élevés en flacon, grandissent en étant conditionnés, en fait, ils sont même conditionnés dès le flacon, et puis et finalement sont pris en charge complètement par cet État mondial qui est supposé faire leur bonheur. Il leur manque rien puisqu'ils ont été conditionnés pour cela. Et puis que dire d'autre ? Oui, au cas où ils aient un problème un petit problème de morale, il y a une drogue qu'on appelle le soma et qui leur permet de reprendre leur optimisme. Donc c'est un peu dans cet état optimiste où il y a un état-providence extrêmement poussé et où les individus où on a affaire à des individus complètement seuls. Il n'y a plus ni mère ni père parce que les familles sont proscrites. La maternité est un mot tabou. Voilà quel est l'univers d'Huxley. Et c'est, à mon avis, à notre avis plus exactement, un peu vers cet univers-là que notre société tend à aller. Alors, selon vous, comment Aldous Huxley a pu prévoir l'avènement de cet État mondial ? Alors c'est difficile à savoir, bien évidemment. Ce qu'on se rend compte, que Aldous Huxley prenait très au sérieux ce qu'il disait. Il n'a pas voulu faire un roman de science-fiction pour prévoir l'évolution des technologies. C'était pas ça le cœur de son sujet. Le cœur de son sujet, c'était d'imaginer l'évolution technologique et l'influence qu'elle aurait concrètement sur la chair et l'esprit de l'être humain. C'est ce qu'il appelle la révolution véritablement révolutionnaire, qui doit s'accomplir dans la chair et l'esprit de l'être humain. Donc, il avait cette idée un peu prophétique que les capacités techniques en pleine explosion dès les années 30 allaient produire un changement de civilisation ou d'approche de l'être humain et une tentation utopique pour aller vers un monde nouveau et reconfigurer un homme nouveau pour ce monde nouveau. Et dans ce monde nouveau de Huxley, il y a trois dimensions principalement. Il y a la dimension technique, bien sûr, technologique. Il y a la dimension des mœurs qu'Éric Letty vient de décrire, une société sans famille, par exemple. Et il y a la dimension d'un gouvernement, d'une forme d'organisation politique supposée parfaite, qui est le super-État mondial. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est mettre en perspective les évolutions de notre monde moderne avec cet univers d'Huxley. Maintenant, savoir comment Huxley, en son fort intérieur, a pu imaginer une telle chose, j'imagine que, comme beaucoup d'écrivains qu'on appelle utopistes, il avait une sorte de fine connaissance ou de préscience des ressorts profonds de l'âme humaine et de ce que pourrait produire la modernité et imaginer ce que pourrait être la postmodernité. Si je peux me permettre juste un complément, le frère d'Aldous Huxley, qui s'appelait Julian Huxley, était fondateur de l'UNESCO. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est effectivement le fondateur de l'UNESCO. C'était aussi un médecin biologiste, eugéniste, et qui était proche de Margaret Sanger, qui est la fondatrice du planning familial international, etc. Donc, on peut penser aussi que l'idée que la vision qu'a eu Huxley lui est venue aussi des conversations qu'il a pu avoir avec son frère et son père, qui était lui aussi un eugéniste célèbre et reconnu. Et le fond de la société du meilleur des mondes, c'est quand même l'eugénisme. Donc la vision, justement, que Huxley apporte
peut-être que c'est une vision d'initié d'une certaine manière, et que finalement, il reproduit un projet dont son père et son frère ont pu lui parler, et qui était déjà en 1932 dans les esprits. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse, mais importante. Alors aujourd'hui, le socialisme et l'ultralibéralisme s'accordent sur la suppression des nations. Selon ces deux idéologies, la nation serait un fauteur de guerre. Est-ce que vous partagez cette opinion ? Là, il y a une fable, là. Il y a une fable qui est racontée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'idée qu'il faille mettre fin aux nations pour approcher enfin un monde de paix. Et on l'a vu à travers la construction européenne qui a été en grande partie fondée sur ce mythe de la paix grâce à l'intégration européenne. On sait que la paix en Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale vient principalement de l'écrasement déjà complet de l'Allemagne et de l'idéologie nazie, fort heureusement, et d'autre part de la dissuasion nucléaire et de la guerre froide à l'époque avec le bloc de l'Est. C'est ça qui a préservé la paix. Et l'intégration politique en elle-même et la fin des nations, ou du moins le fait de supprimer un certain nombre de prérogatives et de plus en plus aux nations, ce n'est pas ça qui a joué un rôle pour la paix. Donc ça, c'est une fable dont on commence à se rendre compte aujourd'hui, et on se rend compte aujourd'hui que la fin des nations, loin d'assurer la paix, empêche les États de résister à un certain nombre de prédations extérieures, notamment des prédations économiques et financières, et qu'aujourd'hui l'État n'est plus là où il devrait protéger et arbitrer, et d'une certaine manière, il est partout là où il ne devrait pas être, dans une sorte de monde kafkaïen super étatiste. Donc, on peut pas dire qu'on vit dans un monde libéral ou socialiste, on vit dans un monde où il y a une conjonction d'étatisme et de libéralisme, et qui termine finalement dans les bras du marché, pour faire court. Je voudrais dire aussi qu'un penseur qui est trop souvent décrié, et qui était quand même un grand penseur de droite, qui est Charles Maurras, disait « La première de toutes les libertés, c'est l'indépendance de la nation ». Et le fait est que c'est ça qui essaie de détruire le nouvel ordre mondial aussi, en détruisant les nations. Il s'agit de détruire les libertés humaines et de déraciner l'homme. Et on retrouve la même chose. C'est la même logique que dans la destruction de la famille. En réalité, ce qui est recherché, c'est l'isolement de l'homme et de l'individu. Justement, vous évoquez l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry. Alors, selon lui, je le cite, « L'univers démocratique vise sur la déconstruction des valeurs traditionnelles ». Donc ça veut dire que la démocratie impliquerait une opération table rase du passé ? C'est son opinion, en tout cas, il l'a affirmé avec beaucoup de force. C'était un débat télévisé qu'il avait avec André Berkoff, je crois. Et Berkoff lui dit, mais enfin, attendez, là, il y a plus de repères, là, on n'arrive plus à rien dans cette société, on ne sait plus où se situer, y compris sur la chose la plus simple qu'est la famille. Et Berkoff disait, mais où est la démocratie dans tout ça ? Il voyait pas le rapport. Et Ferry lui a répondu, mais justement, c'est ça, la démocratie. Alors, il y a cette idée, par exemple, chez Elisabeth Badinter, qui est citée dans le livre, pour qui la déconstruction du modèle familial, et notamment la mise à mort du pater familias, est l'avènement de la société démocratique. Donc il y a un lien entre cet accomplissement démocratique et l'évolution des mœurs, et à travers les mœurs s'accomplit une révolution qui est une révolution politique. Ce qui peut expliquer pourquoi la sexualité, finalement, est aujourd'hui un enjeu politique qui semble majeur, si on en croit les médias, etc., les hommes politiques, les idéologues, ils mettent la sexualité et les mœurs tout le temps sur la table, au bout du compte. Ce qui n'est pas notre cas finalement. Et on voit bien que la sexualité est devenue un enjeu politique. Et on comprend en lisant Huxley qu'effectivement, le contrôle des mœurs ou certaines mœurs conviennent au contrôle des masses. Alors, vous dites qu'avec la Révolution française, l'autorité paternelle a été battue en brèche, puis abolie avec mai 68, au profit d'une autorité partagée par les deux parents. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences de cela ? C'est-à-dire que l'autorité a toujours été partagée naturellement par les deux parents, de toutes les manières. Le problème, c'est que quand on a essayé d'introduire dans la loi un conflit, artificiellement, pratiquement, un conflit entre l'homme et la femme, la mère et le père, et on retrouve ça déjà c'est Engels c'est marxiste comme idée, c'est Engels en lance déjà les prémices, et donc on voit se développer une logique qui amène d'abord à la disparition du père, qui va être le premier combattu.
Parce que Une sorte de lutte des classes des sexes. C'est une lutte des classes des sexes, oui. Et donc le père va être combattu parce qu'il est, en fait, nous écrivons que c'est le maillon faible. À partir du moment où la mère porte l'enfant, elle a un lien à l'enfant qui est immédiat et qui est extrêmement fort, qui va le rester. Je veux dire que, moi je lisais récemment les récits sur la guerre de 14, le soldat qui meurt sur le champ de bataille, il appelle sa mère, il appelle pas son père. D'une certaine manière, c'est vrai. Et donc on va avoir d'abord cette destruction du rôle du père qui va se retrouver sur des grues au vrai sens du terme pour protester parce qu'il a été mis en dehors de chez lui, que parfois il y a quelqu'un qui a pris sa place, etc. Donc il y a aussi ce sentiment d'usurpation qui va frapper l'enfant et qui va... tout ça est quand même... On entre dans une société très compliquée. Et puis derrière, le deuxième aspect, la deuxième conséquence qui surgit à l'heure actuelle, c'est la mise en cause du rôle de la mère étant de plus en plus accusée parce que la maternité fait obstacle à l'égalité entre l'homme et la femme. Et l'égalité entre l'homme et la femme, si on pousse jusqu'au bout la recherche de cette égalité, on en arrive à la théorie du genre, et c'est-à-dire à la disparition des rôles sexués et même des sexes, tout simplement. C'est comme ça que c'est ce qu'écrivait Attali dans un texte que nous citons en début de notre livre, vers une humanité asexuée. Et en fait, voilà, c'est disons la manière dont la logique s'est mise en place qui nous intéresse parce qu'on voit que c'est quand même très ancien. Alors, vous dites que dans les années 60, au nom de l'égalité des sexes, la libération de la femme a dévalorisé la femme au foyer. C'est peut-être pas si mal. Enfin, votre vision n'est-elle pas rétrograde, passéiste, réactionnaire? Alors, si vous posez la question à une mère de famille, par exemple, qui est mère au foyer et qui élève ses enfants sans avoir exercé d'activité professionnelle, là, vous risquez cher en posant la question de cette manière. Je crois que l'expérience de la famille montre le rôle très important que joue la mère, notamment dans les premières années de l'enfant. Il est évident que la révolution du travail joue un rôle dans la perte d'un certain nombre de repères familiaux. Ça ne signifie pas que les femmes ne doivent pas travailler. On n'est pas non plus des réacs machos, comme on dit. Mais simplement, il est tout à fait permis, j'imagine, tout de même, de souligner l'évolution de la famille à un certain niveau d'affaiblissement du fait que la mère au foyer s'éloigne de plus en plus de l'enfant. Que la mère s'éloigne de l'enfant et que celles qui restent au foyer sont dévalorisées elles-mêmes par la société. Alors ça, si vous recueillez des témoignages de mères au foyer, vous constaterez que ce sentiment de dévalorisation est très important et terrible. Ouais. Et d'un autre côté, le problème qui se pose, c'est un problème douloureux pour beaucoup de mères qui ont des jeunes enfants et qui passent leur temps à courir. Alors, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Moi, je pense qu'effectivement, l'idéal, c'est que les femmes aient le choix. Or, aujourd'hui, elles n'ont plus le choix, parce que la mère au foyer va être désociabilisée d'une certaine manière, parce que tout simplement, se pose la question des moyens financiers, tout simplement. Et puis on a tous les féministes qui nous disent la mère au foyer, c'est un asservissement. Mais la mère au travail, dans certaines conditions, c'est un asservissement qui est encore pire, parce que je veux dire que tous les féministes ne sont pas ministres de l'Éducation nationale. Donc à partir de là, c'est effectivement, quand on est ministre de l'Éducation nationale, peut-être que c'est très confortable, mais pour beaucoup de gens, ça n'est pas confortable. Et le travail peut ressembler à certains moments à un facteur d'asservissement. Ouais, et puis, l'expérience montre, la réalité montre que c'est pas le bonheur qui avait été promis non plus par la société de consommation, la société du travail, de tous, etc. Je ne pense pas que le bonheur promis soit au rendez-vous comme nombre de promesses de la modernité. Alors, selon l'idéologie du genre, aujourd'hui inculquée à l'école, l'identité sexuelle résulterait de stéréotypes culturels et sociaux. Est-ce qu'il existe des expériences à l'étranger sur le bien fondé de cette théorie ? Il y a eu une expérience en Norvège qui montre l'inverse, c'est-à-dire que la Norvège a été en pointe dans la théorie du genre,
Et puis un jour, il y a un journaliste qui a décidé de faire un grand reportage, une enquête très fouillée pour évaluer les résultats. C'était un film qu'on trouve d'ailleurs sur YouTube, sur Internet, qui est vu à je ne sais combien de centaines de milliers, voire davantage, peut-être des millions de vues sur YouTube. Et ça a mis un terme à cette folie de la théorie du genre en Norvège. La théorie du genre, c'est une pure dialectique. Vous parliez de nature, vous parliez de culture, de stéréotypes. La racine grecque de stéréotype, ça veut dire modèle fort. Qu'il faille des modèles forts dans une société, c'est évident. Que ces modèles forts aient une dimension culturelle, c'est évident aussi. La nature humaine elle-même n'est pas juste une détermination biologique. La culture fait partie de la nature humaine. L'homme est culturel naturellement. Et tout ça s'articule. Et le procès qui est fait aux stéréotypes et à la culture en partant d'un présupposé que ces stéréotypes sont mauvais est une pure dialectique. Parce que ce qu'on n'a pas démontré, c'est que ces stéréotypes, ces modèles forts justement, par exemple les modèles du masculin, les modèles du féminin, on n'a jamais pu démontrer qu'il s'agissait de mauvais modèles. Et au contraire, le reportage dont Guillaume de Prémar est en train de parler sur la Norvège montre que non seulement ce ne sont pas de mauvais modèles, mais que ce sont des modèles naturels. Et donc que finalement, c'est plutôt l'inverse qui n'est pas naturel. Et toute l'idée des défenseurs de la théorie du genre, en réalité, et même du mariage pour tous, etc., c'est de casser l'idée de norme. C'est également toutes les lois sur la famille qui sont succédées. Ce qu'il faut abattre, c'est la norme. Or, il y a des choses qui peuvent exister en dehors de la norme, mais abattre la norme, ça, c'est extrêmement dangereux. Et dire qu'il n'y a plus de norme du tout, à ce moment-là, on n'a plus de repères. On peut concevoir qu'il y ait des choses anormales. Encore faut-il qu'il y ait une norme. Alors, selon vous, et d'ailleurs vous le dénoncez, vous dites que le progrès scientifique pourrait déboucher sur la création d'un homme artificiel. Mais la question, c'est pourquoi pas si tout le monde en profite, quoi. C'est la révolution véritablement révolutionnaire s'accomplit dans la chair et l'esprit, mais donc y compris dans la chair, dans une modification de la chair. Je crois que la question est presque philosophique ou anthropologique. Il y a une différence quand même de fond entre une jambe de bois, par exemple, qui pallie l'absence de jambe, et le cyborg. On n'a pas le temps de développer ici, mais déjà, on le sent bien. La jambe de bois n'est pas le cyborg. Donc on voit bien que dans la transformation technologique de l'homme et dans l'emprise de la technique en fait sur l'homme et sur la femme, puisqu'aujourd'hui déjà la femme, l'emprise de la technique sur le processus de maternité est absolument incroyable, eh bien on voit bien que c'est un changement de la nature humaine, c'est une violence qui est faite à l'intimité même de la chair et de l'esprit, à mon avis. Oui, il y aurait, je pense également que dans cette idée, par exemple, de réduire l'homme de plus en plus de le confondre de plus en plus avec l'ordinateur, puisque là, on est en train de parler, par exemple, du transhumanisme. Et il y a certains projets du transhumanisme consisteraient à verser l'esprit humain et la mémoire dans un ordinateur. C'est ce genre de choses. Je pense que le risque énorme, heureusement, on peut penser, pour l'instant, ce sont des utopies. Mais il faut savoir quand même qu'il y a de grands laboratoires qui travaillent sur ces choses-là, de grands groupes comme Google, etc. Kurzweil, qui est un des principaux collaborateurs de Google, est financé pour des recherches qui vont dans ce genre-là et qui vont de ce côté-là. Le seul problème, c'est que ce qui est en jeu, c'est la liberté humaine, tout simplement. On est en train de nous proposer de nous réduire à des machines, mais depuis le début je dirais pas le début des temps, parce que heureusement on n'en avait pas encore l'idée, mais en tout cas depuis le début de la science-fiction, parce que nous arrivons à un moment où la science-fiction devient réalité, ce qui est un peu inquiétant. Ça a toujours fichu la trouille à l'homme, parce que ce qu'on tue, c'est sa liberté propre. Et sa liberté fondamentale, c'est ça qui est menacé dans le meilleur des mondes. Alors le transhumanisme en est un exemple flagrant. Oui. Et avec des techniques justement qui remettent en cause elles-mêmes la nature humaine
et les fondements anthropologiques. La technique n'est pas toujours neutre. Il n'est pas vrai que toute technique soit neutre et qu'il dépende de la façon dont on l'utilise. La PMA, la GPA ne sont pas des techniques neutres en elles-mêmes. La question est celle de l'emprise de la technique et la résistance au meilleur des mondes. Pour nous, c'est la résistance justement de la chair et de l'esprit à l'emprise progressive de la technique, de l'État et du marché. Mais ce que vous disiez tout à l'heure est parfaitement exact, c'est-à-dire que la société qui nous est proposée a quelque chose de séduisant. On nous dit, mais vous allez vivre en pleine sécurité, ça va être merveilleux, vous serez des consommateurs comblés et en plus pratiquement immortels. Et comme vous serez fait dans des flacons après un tri embryonnaire par-dessus le marché, nous aurons une humanité d'individus plus sains, plus beaux, plus grands, plus forts et plus intelligents. Ah, c'est génial, oui, mais pas libre. Ouais. Et la société est déjà eugéniste, hein. Elle l'est déjà. Après, c'est une question d'échelle de grandeur. Mais elle trie des êtres humains à travers le diagnostic préimplantatoire, diagnostic prénatal, etc. Dans le processus de FIV, il y a un tri de l'être humain. Donc nous sommes déjà dans une démarche eugéniste. Reste à savoir si on va suffisamment y résister pour éviter que ce soit un eugénisme de masse, un eugénisme institutionnalisé en quelque sorte. Parce que d'ores et déjà, nous citons les exemples dans le livre, il y a aux États-Unis des cliniques qui propose des enfants à la carte. Donc ça commence déjà à sentir assez mauvais de ce côté-là. C'est être un peu inquiétant. Alors, selon vous, l'avènement de ce nouvel ordre mondial serait conduit par une petite cohorte de personnages. On est dans la théorie du complot, là ou... Non, c'est pas une petite cohorte, c'est beaucoup plus que ça. Je pense que quelqu'un... Vous parlez de petits groupes de personnages. Oui, petits groupes par rapport à l'humanité entière. Mais en réalité, je crois que Samuel Huntington parle de plusieurs millions de personnes sur la planète. Donc c'est plus une petite cohorte, c'est un ensemble et qui sont particulièrement forts dans les pays occidentaux. Alors, nous citons l'exemple du Club Le Siècle. Je pense qu'il y a un ensemble de gens qui participent de cette vision politiquement correcte de l'histoire, qui pensent que ça va dans ce sens. Alors, ça ne va pas aller jusqu'au transhumanisme, chacun a ses... Mais ce sont des gens... on voit bien qu'il y a eu cette espèce d'oligarchie mondiale, la superclasse mondiale, qui travaille dans le même sens. Et ça passe par des groupes de pression, d'influence. Ce premier qui vient à l'esprit, c'est la franc-maçonnerie, mais je pense qu'il n'est pas extrêmement influent, mais pas le seul. Et on a des c'est pour ça que ça rappelle un petit peu la Révolution française, dans ce qu'en disait Augustin Cochin, qui parlait des sociétés de pensée. Les sociétés de pensée, ce sont des choses qui ont été des cercles extrêmement agissants dans le début de la Révolution, parce que précisément, il y a eu cette espèce de prise en main de l'esprit public, et qui était déjà du politiquement correct, et déjà très intolérant, et qui a produit la révolution. Et là, nous sommes à la veille d'une révolution anthropologique qui est peut-être encore, qui est au moins aussi fondamentale. Oui, je crois qu'il faut tordre le cou à cette histoire de théorie du complot. Oui. Nous ne sommes pas dans la théorie du complot. Le complotisme, c'est le fait de s'appuyer sur des éléments de vérité, qui sont par exemple des influences, celles dont parlait Eric à l'instant, pour en faire un système et pour en faire une grille de lecture quasi exclusive de l'histoire et des événements. Donc nous, c'est pas ce que nous avons fait. Nous citons Augustin Cochin pour montrer comment les sociétés de pensée rayonnent. Nous parlons du Club Le Siècle, de choses dont le Nouvel Observateur parle lui-même, et nous parlons de franc-maçonnerie, dont l'Express, Le Point, chaque année sortent le marronnier, et où ces personnes revendiquent elles-mêmes une influence dans la société et une influence sur les évolutions de la société. Merci à vous deux. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Résistance au meilleur des mondes, édité chez Pierre-Guillaume Deroux. Une dernière question pour la route. Jacques Attali, que vous citez abondamment dans le livre, dit que apparemment toute résistance à l'avènement du nouvel ordre mondial est vaine. Toute lutte est perdue d'avance alors. Je pense que l'idée d'Attali consiste à dire vous vous battez sur le mariage pour tous, puisque c'était sur la loi Taubira, c'était son idée à l'époque, alors qu'on est déjà beaucoup plus loin. Donc ça sert à rien de se battre là-dessus. Allez vous battre plutôt du côté du clonage, etc., en sachant qu'on n'y échappera pas fatalement. Et en réalité, non. Il faut se battre là où on en est. Il faut se battre sur chaque étape.
Et sur chaque étape, c'est important. Alors, le problème, c'est qu'Atali essaie de nous dire, nous avons 3 coups d'avance et vous avez déjà perdu en amont. Mais c'est pas perdu en amont. Et il y a des forces qui permettent tout de même, à travers le monde, parce que c'est un projet mondial, il y a donc des forces qui, dans le monde entier, sont capables de résister, que ce soit dans les pays pauvres, que ce soit dans les pays plus à l'Est, en Russie, etc., et chez nous. Et là, je cède la parole à Guillaume, parce qu'il a été le premier président de la Manif pour tous, et que ça, c'est un excellent exemple. Bah oui, la Manif pour tous, c'est un réveil. C'est-à-dire qu'ils ont touché un nerf vital en s'attaquant à ce qu'il y avait de plus élémentaire, et justement dans la chair même des familles, le père, la mère, l'enfant, les choses les plus simples. Là, ça a réveillé un nerf vital, donc c'est réveillé. La conscience s'est montée au niveau de la conscience, c'est monté au niveau de l'action politique, et ça ne s'arrêtera pas. Je crois que pour terminer, vous avez un message à faire passer. Oui, je voulais proposer à ceux qui le souhaitent de nous retrouver à Versailles le jeudi 16 avril prochain. Nous serons à 17h30 à la Procure Versailles pour une séance de dédicace jusqu'à 20h. Et ensuite, nous serons reçus par les veilleurs de Versailles à 21h sur la place du marché. Une occasion d'échange et de discussion. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.